suis Mathias Schell, je suis un des pédiatres oncologues au Centre Languérard. Et du coup, j'ai le grand plaisir d'être là. D'abord parce qu'on arrête un peu les conférences par Internet interposées, par des écrans et tout ça. Je suis ravi voilà, de vous toucher d'un peu plus près et de discuter peut-être après avec vous. Et vous pouvez le mettre en plein écran. Du coup, l'idée, c'est de vous parler d'abord un peu de ce que c'est le cancer de l'enfant, parler un peu de la science peut-être, et après de rentrer un peu de ce qui me... Merci beaucoup. De ce que j'ai essayé de développer avec les prises en charge à domicile. Du coup, moi, j'ai pas mal œuvré pour que les enfants puissent rentrer à domicile, malgré leur cancer, malgré leur traitement. Et du coup, c'est là où on se rend davantage compte, comme les médecins, ce que ça a comme impact. Et du coup, je vais vous en parler de ça. D'ailleurs, j'étais ravi quand même, vous connaissez le Rotary mieux que moi, et j'étais ravi de ce petit film qui passait là tout le temps, parce que je ne connaissais pas toutes les actions de tous les Rotary, et d'ailleurs aussi de votre président. Du coup, moi je reste très classique, voilà, mais très intéressant de toutes les actions que vous faites, et du coup je vous remercie. Du coup, ce soir, on va, parce que je parle de ce que j'essaie, de ce que je fais, du coup, du cancer de l'enfant. Alors, il y a 2500 nouveaux cas de cancer de l'enfant par an nouvellement diagnostiqués en France. 2500, ça paraît, je ne sais pas, beaucoup ou peu, de 0 à 25 ans, par rapport à l'adulte où c'est au-delà de 400 000 cancers diagnostiqués, ça fait peu, mais pour les 2500 enfants et familles, ça fait 2500 de trop. Si on regarde les enfants jusqu'à 15 ans, c'est 1750. Comme Rhône-Alpes fait 10% de la population française, bah, globalement en Rhône-Alpes, on a à peu près 250 nouveaux cas par an diagnostiqués entre Saint-Étienne, Grenoble et bien sûr beaucoup sur l'île. Globalement, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas n'augmente pas. Chez l'adulte, ça augmente régulièrement par rapport à des facteurs de risque, tabagisme et tous les autres facteurs qui existent. Chez l'enfant, c'est plutôt stable. Il n'y a pas de différence entre les différents départements décrits et validés dans ce plan scientifique. C'est la deuxième cause de décès après les accidents. L'accident de la route et les accidents des chutes et tout reste quand même la première cause. Notamment après un an. Avant un an, c'est plus la prématurité qui fait malheureusement que certains enfants ne peuvent pas survivre. Ce qui est quand même très important à retenir, je crois, que si un enfant est atteint d'un cancer, il y en a plus que 8 sur 10 qui arrivent en rémission aujourd'hui, qu'on arrive à guérir durablement de cette maladie. Alors que quand j'ai commencé, on était à 70%, c'est-à-dire, bon, j'ai des cheveux blancs et tout ça, du coup ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais en 20 ans, on a quand même encore gagné plus que 10% dans les survies, et d'ailleurs, vous, avec la recherche notamment, parce que c'est à travers la recherche, on progresse pour guérir des enfants. Du coup, un grand merci de votre engagement. Comme à domicile, et d'ailleurs il y a des gens ici que je connais, on prend en charge un peu des patients qui peut-être ont un traitement moins lourd parce qu'on ne peut pas tout faire à domicile, et peut-être particulièrement des enfants pour lesquels on n'a plus de chances de guérir. Rose l'avait évoqué, et d'ailleurs dans cette statistique, moi je trouve d'un côté c'est très rassurant, 8 enfants sur 10 globalement, ou 81 enfants sur 100 sont en rémission, mais du coup les 19 sur 100 qu'on n'arrive pas à guérir, bah, c'est quand même dramatique, et malheureusement aujourd'hui on a encore des enfants qu'on n'arrive pas à guérir. Juste pour vous dire que les cancers pédiatriques ont une particularité, ce n'est pas les mêmes cancers que chez l'adulte. On a beaucoup de systèmes voilà, le système nerveux central, c'est-à-dire des tumeurs cérébrales, ça fait à peu près 20%, des leucémies, ça fait 30%, des lymphomes 13, et voilà, neuroblastome, sarcome, mais par contre, on n'a pas de cancer du sein, on n'a pas de cancer de la prostate, on n'a pas des choses qu'on connaît très bien chez l'adulte.
tous ces cancers assez connus et assez médiatisés n'existent pas chez l'enfant. On a d'autres cancers, d'autres types de cancers. Du coup, la répartition, ça c'est aussi très intéressant, on ne fait pas les mêmes cancers au même âge, d'accord? Il y a des jeunes enfants, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les jeunes enfants font d'autres cancers que les enfants plus grands ou les adolescents. La répartition des cancers pédiatriques dépend de leur âge. Bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, il y a quand même l'âge qui est le neuroblastome, c'est plutôt les petits-enfants, et les leucémies se situent au milieu, et les tumeurs osseuses plutôt chez les adolescents. Ça, c'est l'évolution depuis que la chimiothérapie est arrivée. Ici, en 1960, c'est l'arrivée de la chimiothérapie. Au début, au fait, quand on voyait une grosseur, on pouvait juste opérer. La première arme contre le cancer était la chirurgie. Le chirurgien enlevait, ça pouvait peut-être guérir certains, mais le cancer, très souvent, il est trop malin pour du coup résister au scalpel du chirurgien. Du coup, après est arrivée la radiothérapie, du coup chirurgie et radiothérapie ont déjà permis de mieux guérir, mais du coup on a des chances de guérison ici avec chirurgie et radiothérapie, et depuis, notamment pour les leucémies, les leucémies, avant chirurgien ne peut pas opérer les leucémies, ça se fait pas, et la radiothérapie ne pouvait pas les mettre en rémission, alors qu'avec l'arrivée de la chimiothérapie, cette courbe rouge, les leucémies aiguës se guérissent extrêmement bien, parce que c'est la chimiothérapie qui a vraiment fait des progrès, et encore aujourd'hui, entre les 70% quand j'ai commencé comme jeune interne et aujourd'hui les 80% de rémission, c'est essentiellement dû à des protocoles qui changent, à la recherche, quelles sont les meilleures associations, mais de chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie. Mais comme la chimiothérapie a énormément fait progresser les guérisons et les rémissions. Alors, on a différentes phases de lutte contre le cancer. Quand on diagnostique un cancer, bien sûr, il faut qu'il soit détectable. Le cancer démarre d'une seule cellule qui s'est mal faite. Normalement, on a, sur le plan biologique, parce qu'on est des êtres vivants, quand une cellule est en train de naître, elle est corrigée ou vérifiée par notre corps. On peut comparer ça avec le contrôle technique de la voiture, d'accord? Du coup, il y a une cellule qui arrive, le contrôle est fait en interne, et on a ce qu'on appelle checkpoint, 5 points de contrôle dans notre corps pour vérifier l'intégrité de la cellule. Si la cellule est jugée bonne par le premier contrôle, le deuxième doit être bon, le troisième doit être bon, et tous ces 5 points de contrôle fonctionnent de façon indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence. Si le premier a dit que c'est bonne cellule, ce n'est pas pour autant que le deuxième dit oh, c'est tranquille, c'est une bonne cellule. C'est pas comme ça. C'est coup de 5 points de contrôle. C'est pour ça que les cancers chez l'enfant sont plutôt rares, parce que le système de réparation ou d'élimination d'une cellule mal faite, il fonctionne plutôt bien. Sauf si on a des prédispositions, avec les maladies génétiques où ces checkpoints fonctionnent moins bien, à ce moment-là, ces checkpoints, c'est-à-dire ce point de contrôle fonctionne moins bien, les cellules mal faites échappent au contrôle du corps et peuvent s'installer. Une fois la cellule installée, il faut qu'elle se divise. Une cellule, elle est cancéreuse, elle est faite pour diviser. Elle a la particularité aussi d'être immortelle. D'accord? Normalement, la cellule dans notre corps, elle est mortelle, c'est-à-dire on a tous de la peau qui s'en va, du coup il y a une cellule qui a une durée de vie qui est limitée, après X divisions cellulaires, elle est condamnée à mourir. Le cancer est une cellule qui peut se diviser éternellement sans que la cellule mère disparaisse. C'est pour ça, quand on diagnostique un cancer, on ne peut pas attendre. Ça ne va pas disparaître tout seul. C'est pas comme un truc où on peut dire ok, ça gratte dans la gorge, j'attends un peu. Ça ne marche pas comme ça. Le cancer, il n'est que là pour se diviser. Et après, ce qu'il faut comprendre, ces courbes sont plutôt des courbes exponentielles, c'est-à-dire quand on a une progression d'une maladie, une cellule fait 2, 2 font 4, 4 font 8, et ainsi de suite. Et si vous avez 1000 cellules, ça fait 2000 le lendemain, ou en fonction de quand est-ce que ça divise. Du coup, au début, c'est assez silencieux parce qu'une cellule dans notre corps, ça ne se sent pas. Si la cellule fond, je ne sais pas combien, et on a une petite cerise, ça va aussi. Si la cerise devient la taille d'une noix ou d'une orange ou de ballon de rugby, ça va parler d'elle-même.
Du coup, une fois on a les premiers symptômes, il y a déjà pas mal, ici on a les premiers symptômes, le patient va se plaindre de quelque chose, ou du coup, soit on se dit, voilà, c'est peut-être pas si grave que ça, il est tombé, il a mal, et d'ailleurs il y a beaucoup d'errance diagnostique au démarrage peut-être, parce que les adolescents, très souvent, ils font du foot, ils font du rugby, ou ils se cassent la figure en trottinette, et du coup c'est là où il y a le traumatisme peut faire mal, du coup il ne faut pas forcément penser au cancer, parce que c'est plutôt rare, alors que le traumatisme c'est plutôt fréquent, et c'est là où commence la difficulté du médecin, à partir de quand il faut se méfier. Et du coup, quand une douleur dure trop longtemps, il faut peut-être s'en occuper parce que ce n'est pas en lien avec le traumatisme. Une fois on a du coup fait les premiers symptômes et on s'est dit tiens, il faut que je fasse un bilan. Une fois le bilan est fait, on a du coup le diagnostic après les symptômes, il y a un petit délai de diagnostic. Ici on fait le diagnostic, à ce moment-là on va mettre un traitement en route. Le traitement aujourd'hui se base sur des collaborations internationales. Quand moi j'ai commencé, on avait des protocoles français et les Allemands faisaient différemment et les Anglais faisaient différemment. Aujourd'hui, on s'est dit, franchement, le cancer de l'enfant, c'est tellement rare, il faut se réunir ensemble et découvrir, discuter ensemble. On parle tous à peu près correctement anglais, du coup on discute et on se met autour d'une table et on choisit les meilleurs protocoles qui existent. Du coup, aujourd'hui, monter à Paris ou je ne sais pas, aller à Berlin ou à Londres, ça sert pas à grand chose, c'est les mêmes protocoles, les collègues fonctionnent comme nous, on a les mêmes stratégies, parce que du coup aujourd'hui, il y a des protocoles plutôt européens et des protocoles plutôt américains, et on échange quand même au niveau international, évidemment, si un protocole marche mieux à droite, on adopte ici. D'accord ? La particularité du cancer pédiatrique, peut-être, ça existe chez l'adulte aussi, mais chez l'enfant particulièrement, la première rechute ne mène pas forcément vers un décès. Du coup, on a des cancers qui peuvent récidiver, ou du coup, si malheureusement la rémission ne dure pas et le cancer revient, on peut faire une deuxième stratégie antitumorale, une deuxième ligne de chimiothérapie, une deuxième stratégie, et on arrive, pour un certain nombre de cancers du rein ou de lymphome et tout ça, à les remettre en rémission. Du coup, la récidive chez le pédiatre oncologue n'est pas forcément une condamnation ou un échec qui mène au décès, parce que quand on ne soigne pas le cancer, ça mène au décès, parce qu'à un moment donné, la maladie envahit tellement le corps que c'est incompatible avec la vie. Un cancer qu'on ne peut pas soigner, on meurt du cancer. Du coup, ça, on peut vivre un certain temps avec, mais finalement, à la fin, on décède. D'accord ? Et du coup, il y a au moins une première rémission, voire une deuxième rémission, pour certains cancers, une troisième rémission possible. Hein. Et c'est là où peut-être on peut regarder un peu, la rémission n'est pas la guérison. Ici, il y a 0 cellule. Sur la grande ligne noire, vous avez 0 cellule. Et un scanner, un PET scan, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est par microscope. D'accord ? Et du coup, je ne peux pas voir une cellule. C'est-à-dire une cellule, elle est aujourd'hui malheureusement indétectable. Et du coup, on a certains gaps entre ce que le médecin voit, le patient ressent, du coup le patient se sent bien, nous on ne voit rien, on dit qu'il est en rémission. Ce qui ne veut pas dire qu'il est guéri. Et si la rémission est dure, à ce moment-là, on dit, plus elle dure, moins la cellule se divise, et moins on voit, plus le patient rentre dans une phase de rémission qui dure, qui peut être qualifiée, selon les cancers, à un moment donné, de guérison. D'accord ? La particularité chez l'enfant, c'est des cancers à développement rapide. À l'ailleurs, vous regardez un petit bambin de 2 ans, franchement, 2 ans après, c'est plus le même. D'accord ? Ça va tellement vite, ça progresse, au niveau du langage, ça progresse. Du coup, ces enfants ont des facteurs de croissance probablement internes, où tout le corps se développe à une vitesse, il ne sait pas s'asseoir, et une semaine après il s'asseoir, et après il marche à 4 pattes. Du coup, tout le développement du corps va très très vite, et du coup, ce développement cellulaire rapide, qui du coup est plutôt quelque chose qui peut faire peur parce que le cancer progresse vite au démarrage, est un avantage dans notre traitement, parce que la chimiothérapie, la radiothérapie, ça attaque des cellules qui se divisent. Un cancer qui est dans la division cellulaire lente, on a moins d'attaques. Au moment où la chimiothérapie passe, il faut que la tumeur se divise, ou les cellules de la tumeur se divisent. Du coup, comme au fait, la tumeur pédiatrique se divise vite,
bah, on est plus efficace avec nos traitements. C'est pour ça qu'on guérit 8 enfants sur 10 aujourd'hui, parce que c'est désavantage d'être très... On est du coup au démarrage plutôt un peu stressé, on avance vite, et parce qu'on se dit, c'est 48 heures, bah, voilà, on ne va pas traîner, du coup ça va vite, du coup on va démarrer vite. Et du coup, pour vous dire un peu, il n'est pas rare que les adolescents arrivent avec un gros coup comme ça. C'est peut-être parce que l'adolescent ne montre pas son coup à tout le monde, on met un petit foulard et ainsi de suite, mais globalement, on va dire il y a 1 mois ou 2 mois, il avait un coup normal, et du coup ça progresse très très vite. Ou un enfant, ça c'est une radiographie, normalement de ce côté où c'est blanc, vous devriez avoir la même chose, c'est-à-dire les côtes et le poumon, c'est-à-dire ici on a un poumon blanc, bah, cet enfant il va à l'école. Par exemple, d'accord, il n'est pas particulièrement gêné. Pour courir et pour faire du sport, là, il commence à fatiguer un peu. Il dit, je dors peut-être un peu moins bien, mais cet enfant, il est arrivé sur ses 2 pieds, et du coup, quand on a fait la radio, on était extrêmement surpris qu'on peut être aussi en bon état général. Et du coup, il y a quelques semaines, il faisait encore de l'athlétisme de haut niveau, et du coup, globalement, il n'avait probablement pas un poumon blanc parce qu'il ne pouvait pas courir comme ça. Du coup, chez l'enfant, ça va très vite. La stratégie globale en pédiatrie, puisqu'on a la chimiosensibilité, la stratégie globale, c'est qu'on commence par la chimio pour diminuer de la maladie. Une fois la maladie est suffisamment réduite, on facilite le travail du chirurgien, parce que plutôt qu'opérer, je ne sais pas, une tumeur d'une taille du pamplemousse, il vaut mieux opérer une tumeur d'une taille d'une noix. Du coup, on va réduire avec la chimiothérapie la même tumeur, on va la faire fondre, et le chirurgien a du coup une chirurgie plus facile, il y aura moins de séquelles, moins de douleurs pour cet enfant. Et du coup, en pédiatrie, en général, on fait d'abord une chimiothérapie, sauf pour le tumeur cérébral, mais pour les autres, on fait d'abord une chimiothérapie qu'on appelle néoadjuvante. Après la preuve, on fait une biopsie pour voir quelle cellule c'est, quelle tumeur c'est. On choisit la bonne chimiothérapie, on fait la chimio, puis après on fait un traitement local. Si ce n'est pas une leucémie qui est trop diffuse, parce que c'est la moelle osseuse, pas la moelle épinière, mais la moelle osseuse qui est malade. Et du coup, on fait pour des tumeurs solides une chirurgie, éventuellement une radiothérapie. Et puis, quand le chirurgien ne voit plus rien, quand nous, on ne voit plus rien, on sait que la rémission n'est pas loin, mais globalement, on a appris avec l'histoire du cancer que quand on ne voit plus rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Et c'est pour ça, beaucoup d'enfants ont, après la rémission, quand on ne voit rien au scanner ou au myélogramme ou je sais pas, on sait qu'une maladie résiduelle peut exister. Pour donner le plus de chance aux enfants, on fait une chimiothérapie adjuvante pour du coup donner toutes les chances à l'enfant d'être durablement en rémission. Maintenant, dans la science, on avance et on se dit on est peut-être au bout de ce qu'on peut faire dans les associations de chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, est arrivé du coup l'immunothérapie. Il est quand même très curieux que notre corps ne reconnaît pas la cellule cancéreuse comme une cellule qu'il faudrait attaquer comme des bactéries, ou comme des virus, ou comme des microbes, ou comme une écharde. Vous avez une écharde dans le doigt ou dans le pied, franchement, votre corps il va réagir. Mais là, cette cellule, elle n'est pas reconnaissable. Du coup, on travaille aujourd'hui comment on peut finalement stimuler le système immunitaire pour attaquer peut-être quelques cellules résiduelles, notamment, ça ne marche pas pour des grosses tumeurs, mais résiduelles, pour que du coup le corps il est davantage armé pour se débarrasser de ces cellules. Et c'est un peu la thérapie de demain, l'immunothérapie et les essais thérapeutiques passent beaucoup par l'immunothérapie aujourd'hui, c'est une arme nouvelle. Essai thérapeutique veut dire qu'on n'a pas suffisamment de recul, on ne sait pas si ça fonctionne, mais puisque cet enfant récidive, et si on ne fait rien, malheureusement il ne va pas guérir, il risque va mourir de sa maladie, on peut proposer des essais thérapeutiques si jamais c'est prometteur pour cet enfant, et après on verra si ça marche. Mais ça c'est l'approche assez novatrice, où vous avez ici la cellule tumorale, où au début on faisait rentrer la chimiothérapie dans la cellule, et ça faisait du coup dans le noyau, ça casser les chromosomes, et du coup on tuait la cellule par toxicité. C'est pour ça la chimiothérapie elle a une toxicité. C'est pour ça les enfants que vous avez vus dans le film de l'appel, ils n'ont pas de cheveux, ils ont des effets secondaires, parce que du coup la chimiothérapie va de partout.
hein, du cuir chevelu au gros orteil, et du coup, ça tue des cellules qui se divisent, comme les cheveux, c'est des cellules qui se divisent vite, et les follicules sont assez sensibles, les enfants ou des patients perdent les cheveux. Après, ça repousse, parce que les bonnes cellules ont une capacité de repousser, alors que la cellule tumorale, elle n'est pas armée pour se régénérer, d'accord? C'est pour ça qu'on gagne chez l'enfant contre le cancer. Du coup, voilà, ici, vous avez du coup des récepteurs, hein, ces petits trucs ici, c'est des récepteurs, où du coup, on peut imaginer de stimuler ces récepteurs avec de l'immunothérapie pour du coup détruire la cellule par le système immunitaire. C'est ça l'idée d'aujourd'hui, où on se dit qu'il faudrait qu'on booste le système immunitaire du patient pour reconnaître la cellule comme une cellule anormale. Parce que du coup, une fois, d'ailleurs ça je n'ai pas expliqué, une fois la première cellule tumorale a été jugée bonne par les 5 checkpoints, les cellules filles qui vont naître, une cellule fait 2 cellules, les 2 cellules filles vont être comparées à la mère et pas à la grand-mère. Okay? Du coup, globalement, une fois la mère elle a eu les 5 visas telle bonne cellule, bah, les petites cellules qui vont naître vont être jugées par rapport à la cellule qui a eu des tampons telle bonne cellule, pour parler avec des images, bah, à ce moment-là, les cellules filles sont des bonnes cellules. Et à ce moment-là, il n'y a plus de retour. Okay? Le corps ne va jamais reconnaître, je ne sais pas, au bout de X divisions cellulaires, ah mais mince, c'est une mauvaise cellule, on va t'éliminer, ça ne marche pas. Pour vous dire, du coup, là, un peu de science, maintenant on va dire, mais dans quel environnement finalement nous on travaille. Ça c'est le hall de l'accueil de l'IHOP, c'est là où les patients et les familles, d'ailleurs, peuvent, voilà, ici, du coup, il y a aujourd'hui des écrans, et on peut s'installer, l'accueil administratif, des frères et sœurs vous pouvez avant Covid attendre ici, maintenant j'espère quand même que ça va réouvrir. Ça aussi, on se dit un espace de vie pour que ces parents et ces patients, s'ils ne sont pas amités, s'ils ne sont pas enfermés dans leur chambre, peuvent avoir un lieu de vie, parce que les enfants sont très étonnants, vraiment. On le voyait d'ailleurs dans le film, hein, voilà, ils peuvent se maquiller, ils peuvent participer, et du coup manger ensemble, c'est quand même, c'est autre chose qu'être dans son lit et d'être malade. Et du coup, globalement, si les enfants sont capables, ben, on les invite, et les familles aussi, d'aller dans le self de l'IHOP. Là aussi, Covid nous a malheureusement fait des tours, mais on espère quand même qu'on contrôle bientôt cette épidémie-là. Ça, c'est aussi au sein du service. Ici, on est dans un service. On a une salle de jeu où les enfants peuvent sortir de leur chambre et avoir des espaces de jeu où il y a des bénévoles ou des familles qui peuvent du coup faire des puzzles, faire des jeux de cartes ou jouer. Aujourd'hui, il y a beaucoup la tablette, il faut le dire quand même. Hein, il reste beaucoup dans leur chambre et la tablette, mais au moins ces possibilités existent. Ça, c'est aussi un espace adolescent avec Internet, parce qu'à l'époque, on mettait à disposition des ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde arrive avec son ordi ou avec sa tablette. École, très important. Les enfants n'arrêtent pas leur histoire de vie, c'est-à-dire ils peuvent, malgré les traitements, aller à l'école, soit à l'hôpital, soit à domicile et l'hôpital, soit entre les trois, l'école d'origine. Certaines tumeurs, ce n'est pas interdit d'aller à l'école d'origine et de garder un lien avec le groupe classe, de sortie de ce monde adultisé, de ce monde où voilà, on veut les responsabiliser. À un moment donné, c'est bon, il faut que je joue, je ne sais pas, aux cartes Pokémon, où je discute YouTube et pas médecine. Et voilà, du coup, c'est important quand même que l'école et l'apprentissage ici fait partie. D'ailleurs, il y a des enfants qui passent le bac pendant qu'ils sont en traitement. Du coup, on met en place tous ces contrôles-là pour dire, ok, ta vie continue, pour 8 enfants, ça continue, 8 sur 10, ça continue. Du coup, on essaye de les faire, pas faire une parenthèse, mais intégrer ce parcours de traitement dans un parcours de vie. Voilà la terrasse, où d'ailleurs, il y a maintenant un espace pour les parents. On va en parler. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler plutôt de cette traversée. Moi, ça me tient à cœur, pas parler que chimio, machin. Je vous ai parlé statistiques, mais statistiques, c'est bien, c'est important pour nous, on veut faire des progrès, du coup il faut qu'on réfléchisse sur toute une cohorte,
Et toute une cohorte donne une statistique, mais l'enfant en face de moi, ce n'est pas une statistique. L'enfant en face de moi, je ne sais pas si lui, il fait partie des enfants qu'on va guérir ou pas guérir. L'enfant en face de moi, il a des questions qui sont propres à lui. Est-ce que je peux aller à l'école? Est-ce que je peux jouer au foot? Est-ce que je peux faire du quad? Est-ce que je peux faire du cheval ou je ne sais pas? Du coup, il y a un enfant avec des besoins. Et du coup, l'arrivée de la maladie fait effraction dans une vie familiale d'avant. Je ne sais pas quelle était d'avant, mais globalement, quand le diagnostic tombe, la vie change radicalement du jour au lendemain. Et il faut s'adapter du jour au lendemain à la prise en charge de cet enfant au niveau familial. Et nous c'est notre travail, mais sur le plan impact familial, je pense qu'on comprend de plus en plus à quel point on doit les aider à traverser ça ensemble. Pour l'enfant, bien sûr, c'est une expérience d'abord douloureuse, parce que très souvent, le cancer fait mal d'abord, hein, mais ça génère beaucoup d'angoisse, de stress, les effets secondaires, perte de cheveux, l'image de soi, le pourquoi moi. Bon, bref, les questions sont, je pourrais vous faire 10 diapos et je n'aurais pas fait le tour de toutes les questions qu'on m'a posées. L'impact sur la scolarité, évidemment. Pour les parents, il fait une réorganisation familiale. Du jour au lendemain, il faut l'amener à l'hôpital. Quand il a de la fièvre, ce n'était pas prévu parce que la chimiothérapie s'est programmée, mais les effets secondaires, on n'en sait rien quand est-ce que ça arrive. Du coup, globalement, il y a une effraction dans une vie qui est déjà compliquée à organiser. Quand on a quelques enfants, entre les amener à l'école, les récupérer, faire à manger, faire des courses, bon, je ne vous explique pas ce que c'est, mais vous le savez tous, mais globalement, quand la maladie arrive là-dedans, il y a une réorganisation à avoir, ça peut mettre de la tension dans le couple, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, il faut le laisser faire, non, il ne faut pas le laisser faire, il faut le protéger. Qu'est-ce qu'on fait les autres enfants, qui restent à la maison, comment on gère? Il y a, pour les frères et sœurs, de la jalousie, tu es toujours avec celui qui est malade, tu es toujours avec celui-là et jamais avec moi, maman tu m'aimes plus. Du coup, il y a beaucoup de choses à réfléchir et à accompagner pour donner des repères aux parents, comment on peut faire face à ça, où les médecins ont expliqué le traitement, et ça c'est une chose, mais au niveau familial, au niveau fratrie, comment on peut vous aider, quels sont vos soucis au niveau financier aussi, parce qu'il y a très souvent un des deux parents qui doit arrêter de travailler, du coup il y a une perte de... Bref, comment on fait, assistante sociale. La fratrie, les autres, en dehors de la jalousie, ils font très peu de bruit parce qu'ils savent que c'est quelque chose de grave. Et du coup, ou ils souffrent en silence, ou c'est du coup, pour moi, les premiers de la classe et les pitres, c'est les deux où il faut se méfier. Hein, parce que globalement, un enfant, c'est plutôt vivant, et du coup, de temps en temps, quand on est enfant, on fait des conneries. Si on ne fait pas de conneries, moi, je suis un peu inquiet. Je me dis, tiens, il est trop sage, celui-là. Du coup, peut-être, il ne peut pas ajouter un drame à une vie familiale déjà vachement difficile. Du coup, il prend sur lui, et du coup, pour moi, une grande attention aux frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de souffrances, soit en silence, soit bruyantes, quand ils font voilà, des bêtises trop souvent, ils sont trop souvent grondés par la maîtresse ou par l'école, ou voilà. Les grands-parents. Alors, les grands-parents, là aussi, on n'est pas très bon en tant que médecin ou soignant, parce qu'on discute beaucoup avec l'enfant, on discute beaucoup avec les parents, et on connaît les grands-parents peut-être quand ils viennent, au moment où ils pouvaient venir dans le service, on disait bonjour, et on savait de quel enfant c'était les grands-parents, mais leur propre souffrance, à quel point ils soutiennent un équilibre familial perturbé, à quel point ils sont là pour soutenir leur enfant ou leur fils ou leur belle-fille, ou je sais pas, bon bref, ils surveillent les autres enfants, ils sont là quand maman doit aller à l'hôpital, ils surveillent les autres, ils remplissent le frigo, ils font à manger, et puis quand je reviens, on dit merci maman, t'es gentil, mais là j'ai besoin de me reposer, et du coup, maman dégage. Et du coup, les grands-parents, c'est des oubliés. Pour moi, il y a beaucoup de souffrance parce que c'est leur petit enfant qui est malade, c'est leur enfant qui ne va pas bien, c'est-à-dire ou le mari ou la femme qui ne va pas bien. Du coup, je souffre parce que c'est quand même mon enfant, et je souffre moi-même parce que je me dis c'est pas juste ce qui arrive. Du coup, pour moi, les grands-parents sont vraiment des aidants dans l'ombre, très souvent s'ils sont à la proximité, et vraiment à aider aussi. Du coup, il y a tellement de traversées singulières ici que je vous... Et le cercle d'amis très compliqué. Je vous demande quoi? Comment ça va?
Alors ça va, ça veut dire le français, salut ça va, c'est pas adapté, du coup je dis plus rien. Ben, si je dis plus rien, ça veut dire que je suis pas intéressé par ce qui t'arrive, c'est pas ça que je veux, mais comment je me comporte. C'est très très difficile, hein. Très difficile d'être ajusté. Et d'ailleurs on fait le tri dans ces histoires-là, entre les amis qui d'affichage étaient sympas, mais finalement, voilà, on ne peut pas compter sur eux, sur de vrais amis, on fait un peu le tri sur qui on peut compter, qui peuvent du coup peut-être héberger ou nourrir les enfants, les frères et sœurs, les accueillir et tout ça. Du coup là il y a quelque chose vraiment à réfléchir sur les cercles d'amis où voilà, là vraiment on ne les connaît pas et j'alerte juste les parents, faites attention, il y a peut-être parmi ceux qui disent rien, des bonnes personnes, du coup, faites le premier pas, et si ça ne colle pas, après, vous laissez tomber. Voilà. Mais globalement, peut-être ils sont juste trop fins, ils ne veulent pas vous mettre le couteau dans la plaie. Les impacts tardifs aussi, pour l'enfant, on a les séquelles, les enfants guéris, ils sont peut-être guéris du cancer, mais on a des risques de séquelles à long terme. C'est-à-dire plus l'enfant grandit, ben, peut-être il ne grandira pas autant parce qu'il a eu des médicaments, des alkylants ou la chimiothérapie et la radiothérapie qui ont freiné la croissance. Du coup, peut-être cet enfant va avoir une petite taille, peut-être il va avoir une stérilité, peut-être il va avoir un problème cardiaque, un problème hépatique. Du coup, on a beaucoup de choses à surveiller pour ces enfants, c'est-à-dire la traversée pour l'enfant, peut-être de l'angoisse, est-ce que je vais guérir ou pas, va disparaître, et finalement, peut-être je suis quand même pas comme les autres parce que je les souffle plus vite. Ou est-ce que je pourrais avoir des enfants ou pas d'enfants? Tous ces séquelles à long terme sont à surveiller et à accompagner parce que cet enfant, il a grandi avec. Et d'ailleurs, une fois il y a eu un cancer, le risque de faire un deuxième cancer, il est plus grand que si on n'avait pas de cancer. Ça veut dire le système a déjà échoué une fois, c'est un peu comme l'accident de voiture, c'est pas parce que vous avez fait un accident, un accrochage là en 2020 que vous êtes protégé, c'est-à-dire qu'il faut faire attention tout le temps. Et du coup les enfants avec un cancer en jeune âge, du coup les années à venir, ils sont autant à risque de faire un autre cancer. Et du coup ils sont plus à risque parce qu'ils ont déjà fait le premier. Lié à cette traversée, c'est-à-dire pas que les effets secondaires, mais globalement ça a un impact sur la personnalité des gens. Du coup, où on crée des vocations, moi je connais plein de gens qui ont fait médecine, des infirmiers qui sont devenus infirmières ou kinés parce qu'ils se sont dit c'est chouette et du coup je suis plutôt admiratif qu'on peut traverser ça et dire je fais de ça mon métier, mais il y a également de la fragilité, l'image de soi, pourquoi c'est moi, qu'est-ce que mon corps m'a fait subir, je suis un faible, du coup il y a aussi beaucoup de difficulté de traverser ça après, c'est-à-dire j'ai moins confiance envers la vie. J'ai été trahi une fois par mon corps, ben peut-être ça m'arrivera une deuxième fois. Hein. Et en même temps, un autre regard sur la vie, aussi par exemple des parents. Ben, une fois on a traversé ça, que une maman me disait, ça, limite, ça m'agace, les ongles cassés, ou voilà, avant je discutais avec les collègues des ongles cassés, ou je sais pas, dernier truc, mais aujourd'hui ça me saoule, je peux plus, c'est pas important, ou le portail qui grince, là, le voisin, là, il râle parce que son portail il grince, mais franchement, c'est quoi le problème? Et du coup, on a une autre échelle de ce qui est grave et pas grave, hein. Il faut aller vachement bien pour être gêné que l'ongle a cassé, que finalement, voilà, que le rouge à lèvres ne tient pas comme on voulait, des trucs comme ça. Et du coup, c'est là où on met une autre échelle sur la gravité. Qu'est-ce qui est grave dans la vie et finalement, qu'est-ce qui n'est pas grave? Et ça l'impact, parce que comme je parle beaucoup, et je sais pas, il faut que j'accélère peut-être. Voilà, parents pareil, le couple, cette traversée du couple, ça le met à l'épreuve. Bah, tout moment difficile dans un couple met le couple à l'épreuve, mais cette traversée d'accompagner un enfant atteint de cancer, bah, c'est particulièrement difficile et éprouvant, et bien sûr pour la fratrie aussi, des frères et sœurs sont plus matures, ils ont gagné en âge, mais en même temps, ils ont aussi compris que la vie, elle n'est pas simple, et ils ne vivent pas dans un monde de bisounours comme peut-être d'autres de leur âge vivent encore, et bien sûr l'entourage, les grands-parents, les frères et sœurs de madame ou de monsieur, évidemment, ça laisse des traces. Du coup, ces traces-là sont à mon sens à accompagner, et du coup on a
essayer avec l'IHOP d'être du coup à la hauteur avec des soins de support ou des aides psychologiques ou d'accompagnement un peu de tout le monde. On propose des ateliers pour des frères et sœurs, on propose bien sûr pour des parents un soutien. Et du coup, notamment, je pense, le domicile et de se retrouver en famille et de faire des hospitalisations moins longues que fut un temps est déjà extrêmement bénéfique. Du coup, comme vous êtes déjà engagé, pour les 80% qu'on peut aujourd'hui guérir, vous êtes déjà engagé sur la recherche, j'ai entendu ça tout à l'heure, et c'est très important parce que franchement, voilà, si je partais là à la retraite et on guérit 90 des enfants, 90% des enfants, moi je serais heureux que vous avez participé, nous on a participé par les essais thérapeutiques. Du coup, soutenir la recherche est vraiment très important. Soutenir l'excellence de l'IHOP, c'est-à-dire que nous, on arrive à se former, à participer à ces colloques, à ces protocoles qu'on a. Du coup, c'est vraiment là aussi très important. Du coup, on a besoin aussi du soutien parce que l'hôpital est de plus en plus pauvre et du coup, c'est pas voilà, qui finance que j'aille à Londres pour un congrès ou du coup, on a besoin du mécénat pour dire ok, c'est important là de soutenir ça. Bien sûr, améliorer la qualité de vie, et je suis là pour ça aujourd'hui pour parler un peu, la qualité de vie pendant le traitement, et du coup l'école, tout ce que vous avez vu c'est déjà important, mais on peut encore faire mieux. Ce que je veux également souligner quand même que un enfant sur 5, 80% c'est magnifique, hein. Si on met ça à l'échelle de 10, c'est 2 sur 10 ne vont pas guérir, 1 sur 5 ne va pas guérir. C'est-à-dire si dans un service de 20 patients, il y en a malheureusement 4 qui ne vont pas guérir. D'accord ? Et comment aider et soutenir ces familles? Ça nécessite aussi de la compétence, ça nécessite de la formation, ça nécessite du temps. Aujourd'hui, moi j'étais à Mâcon, parce qu'il y a une petite à Mâcon, du coup on va jusqu'à Mâcon parce que c'est plus logique, même si ce n'est pas la région Rhône-Alpes, mais on s'est dit allez on y va, pour soutenir les parents et les grands frères dans cette épreuve difficile de retour à domicile. Ça s'est souhaité parce qu'il y a les deux cochons d'Inde, le chat, tout va bien. Du coup globalement, moi j'aime bien faire connaissance avec tout le monde et puis ce qui va. Mais comment on traverse ça? Avec quelle peur je m'endors le soir? Comment je fais un équilibre dans un truc qui est globalement, c'est un tsunami. Et du coup, là aussi, aider ces familles en aidant une équipe comme la nôtre pour du coup pouvoir être à domicile. Et si là-dessus, vous avez compris, je suis un grand bavard, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites par eux. Du coup, 2 heures, 1 heure et demie, c'est pas grand-chose en fait, hein, pour voir un peu comment va l'enfant, qu'est-ce qu'il gêne, comment on pourrait l'améliorer. Et comment va madame, est-ce qu'elle dort, et comment ça se passe, et le frère, et le papa, et finalement le couple. Et si on a fait tout ça, voilà, c'est du travail, c'est un vrai travail qui du coup aujourd'hui est davantage mon travail, je fais moins de cancer, mais je fais plus du soutien, j'essaie de développer plutôt ce soutien aux familles, mais c'est pour ça qu'on a des traversées singulières. Moi, chaque fois que j'arrive dans une famille, à chaque fois c'est singulier. Des grands-parents, j'en ai vu plein, mais à chaque fois, c'est un grand-père et une grand-mère. Ils ne sont pas pareils que les autres, d'accord? Ils ont une autre histoire, ils s'inscrivent autrement dans cette famille, et du coup, à chaque fois, on a quand même une réflexion à partager, de l'intimité aussi, se livrer, qu'est-ce que je traverse, c'est autre chose. Hein. Du coup, on peut parler de traitement, ça c'est assez simple, c'est plutôt voilà, scientifique, si vous voulez. Du coup, je me blinde un peu, mais franchement, là, avec un enfant qu'on n'arrive pas à guérir, c'est rien de se blinder. Comment on peut vous aider et vous êtes en quoi aujourd'hui? Mais pour ça, il faut faire connaissance. Je ne fais pas confiance à n'importe qui. Et du coup, voilà, pour nous livrer comme ça prend du temps. Et du coup, développer ces soins palliatifs dans les services et à domicile, à mon avis, c'est un autre enjeu parce qu'aujourd'hui, on ne guérit pas tout le monde et on a besoin de vous pour pouvoir le développer. En espérant bien sûr que dans quelques années on n'aura plus besoin, mais je crains qu'après le cancer, il y a d'autres maladies malheureusement qui sont du coup non guérissables. Alors, comment nous aider? Je vais vous montrer du coup, ça c'est une salle de bain avec une baignoire balnéo. Du coup c'est une baignoire où on peut s'asseoir, cette baignoire peut s'incliner, du coup une fois remplie, l'enfant s'allonge ou les parents peuvent du coup
aussi prendre, et du coup ça s'allonge, et après ça fait de la balnéo, d'accord? On peut du coup tamiser la lumière et mettre la musique, et puis faire des bulles, et du coup les enfants se détendent. Vous avez ici des rails, hein, vous voyez des rails pour des enfants avec un harnais, pour des enfants très handicapés, parce que certains enfants ne peuvent plus se déplacer, du coup ils peuvent bénéficier de cette baignoire pour du coup une forme plutôt de détente, hein, c'est pas pour se laver, ça c'est plutôt une relaxation, un bien-être. Du coup ça c'est la salle de bain au démarrage, on se dit, franchement, le mur il est moche quand même. D'accord, hein? On regarde, c'est la lino, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est jaune, c'est orange, je sais pas, bon, on a collé des stickers, c'est moins moche que Uni, mais quand même. Du coup, aujourd'hui, il y a des, d'ailleurs, même pour vous, ça va s'installer n'importe où, du coup, il y a ces vitres ou ces fenêtres trompées, où on peut choisir le cadre, on peut choisir la photo derrière. Il y a une vraie perspective, c'est-à-dire c'est pas un poster, c'est extrêmement réaliste. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est une fenêtre et qu'on a vu sur ou des montagnes ou des arbres, un jardin, on peut choisir ce qu'on veut. D'accord? Du coup, ça, c'était une des propositions, ou l'autre, c'est aussi que finalement, on ouvre le plafond, qui est bien sûr, comme tous les hôpitaux, un faux plafond, d'accord, parce qu'il y a des gaines, des machins, des trucs au-dessus, et finalement, bah, on voit le ciel, avec peut-être un arbre qui passe comme ça au-dessus. Là aussi, j'avais vu ça à l'hôpital neurologique, on peut faire chanter des oiseaux, du coup, il y a des bruits de la nature qu'on peut faire émerger. Bah, on est dans un environnement, vous mettez là, vous mettez un peu de la lumière tamisée et vous faites une petite musique douce, plus des oiseaux, plus ce ciel qui du coup peut être réglé aussi dans l'intensité. Bah, franchement, c'est votre qualité de vie. Du coup, on aimerait bien, en dehors de la salle de bain, installer notamment ces plafonds trompe-œil dans les salles techniques. Salle technique, c'est quoi? Pour faire de la chimiothérapie, les enfants, ils ont besoin d'une voie centrale, c'est-à-dire un accès veineux, ça se passe en injectant dans les veines. Comme les enfants ont des petites veines, ils ont besoin de ce qu'on appelle une voie centrale. C'est très souvent un réservoir, un porte-à-4, ça s'appelle. C'est une boîte grosse comme une montre de femme qu'on glisse sous la peau, qui est au-dessus une membrane, en dessous c'est du métal, et qu'on pique à travers de la membrane jusqu'au métal, et après à cette boîte est relié un cathéter qui va jusqu'au cœur. D'accord? Et c'est là où on passe la chimiothérapie. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas, aucun enfant aime les piqûres, d'accord? Et cette procédure, elle se fait très très souvent, très régulièrement, et les enfants peuvent carrément être traumatisés. Du coup, on prémédique, on fait de la distraction, on fait de l'hypnoanalgésie pour que ça se passe mieux, mais installer un plafond comme ça, parce que les enfants sont extrêmement sensibles à la distraction, d'accord? Et extrêmement sensibles à l'hypnoanalgésie. Et du coup, vous mettez un plafond comme ça avec des chants d'oiseaux, mais franchement, et là on parle des oiseaux, et on les fait voyager, hein, ça va très vite. Du coup, on pense que ça apporte un réel bénéfice dans l'immédiateté et dans le vécu, du coup, dans le vécu immédiat, qualité de vie immédiate, mais également les séquelles à long terme, parce que plus j'étais traumatisé à l'enfance, plus j'ai des problèmes à l'âge d'adulte. Hein. Moi, j'ai suivi une jeune ado qui un jour est arrivée en consultation pour dire qu'elle ne peut supporter personne dans son dos dans le métro. Elle doit toujours être dos contre la porte ou être assise, parce qu'elle a eu des ponctions lombaires et elle a été traumatisée par des procédures qui l'ont guéri, hein, qui l'ont mis en rémission. Mais du coup, je me dis, franchement, installer un truc comme ça pour que ces enfants soient moins traumatisés, voilà. Du coup, je vous en parle parce que je suis convaincu que là-dessus, on améliore la qualité de vie immédiate, la qualité de vie de l'enfant, de famille, des soignants aussi, parce que c'est beaucoup plus agréable de faire une piqûre si l'enfant ne pleure pas et tout ça. D'ailleurs, la manutention a pratiquement disparu. Mais du coup, on a besoin de votre aide pour installer ça, parce que ça coûte quand même quelques milliers d'euros. Hein, c'est pas donné parce que c'est pas un poster, parce que c'est plus vivant. Et d'ailleurs, il y a jusqu'un aquarium. Ici, c'est un aquarium. Vous voyagez dans l'océan
limite vous êtes dans la mer Rouge et vous faites ça avec les corails et tout ça, c'est magnifique parce que c'est tellement filmé en 3D que globalement vous avez un aquarium qui fait que, je sais pas, 5 cm de large, mais vous avez l'impression que vous voyez tout l'océan. C'est extrêmement beau et c'est là où on se disait avec Rose qu'on pourrait peut-être le soutenir grâce à votre aide. Voilà, ça on avait déjà vu, que les enfants sont plutôt vivants. D'ailleurs, voilà, j'avais accompagné ces deux au match de l'OL à un moment donné. C'était un vrai plaisir de les voir sauter. Et voilà, du coup, c'est vraiment extrêmement voilà, sympa de partager aussi ce moment-là. Et voilà, la particularité pédiatrique que ça gêne personne, c'est que les patients sont dans un même lit, hein, ça, je joue ensemble, du coup, chez l'adulte, je ne sais pas ce que ça ferait plus du bruit que sourire. Ici, voilà, c'est des copains qui se sont retrouvés. Et voilà. Pour terminer, voilà, l'autodérision et de se dire, tiens, j'ai coup de boule, bah, franchement, maman, dessine-moi un Père Noël ou un bonhomme de neige sur ma tête, hein, bah, franchement, fallait l'oser. Hein. Voilà. Du coup, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis bien sûr disponible pour vos questions et vraiment un grand merci pour votre aide et pour votre soutien.